Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour un point lecture de mes dernières lectures de mars. Vous l'avez vu, la semaine dernière, il n'y a pas eu de point lecture. Je n'ai pas eu le temps de la tourner, donc voilà, chose faite cette semaine. Donc il y a de tout, il y a du très 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 bon, il y a du moyennement accrochable, sachant que là, les lectures d'avril, c'est quand même assez difficile, puisqu'on est mi-avril et j'ai fini 3 romans seulement. Et c'était pas ouf du tout. Donc j'ai pas vraiment hâte de vous en parler, mais je vous en parlerai quand même pour la semaine prochaine. En attendant, je vous parle des dernières lectures de mars. Tout d'abord, au mois de mars, j'ai lu le deuxième tome des Misérables. Donc vous savez, cette collection magnifique en 4 tomes que j'ai. Donc là, je suis arrivée à la moitié de l'œuvre de Victor Hugo. J'ai eu un peu plus de mal avec ce tome-ci qu'avec le premier, puisque on est beaucoup plus axé religion. Il y a une grosse partie de ce tome où on est dans le couvent. Alors certes, on suit certains de nos personnages, mais voilà, j'ai trouvé ça très très long. À la fin, ça m'a un peu reboosté, puisque les dernières parties, enfin la dernière partie avec Marius me remotive à continuer, mais c'est vrai que il y a quand même des parties assez longues, ce qui fait que j'ai mis, oui, il y a un bon mois, un mois et demi pour le finir, donc même plus parce que je l'ai lu fin janvier, je crois, je l'avais commencé et du coup là je l'ai fini fin mars, donc oui, 2 mois, un bon 2 mois pour lire le deuxième tome. Donc là au mois d'avril, j'ai quand même je vais faire une pause, je le reprendrai au mois de mai, je pense pendant mes congés, parce que déjà, bah, comme je vous le disais, mes lectures d'avril sont un peu compliquées et du coup j'ai peur d'avoir une grosse panne et de plus lire du tout. Donc je vais laisser de côté, je préfère attendre pour savourer l'écriture de Victor Hugo. Donc je vais attendre mes vacances du mois de mai pour reprendre avec le troisième tome. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, bah foncez. Il y a des versions abrégées, j'en avais acheté une au collège ou au lycée. Au lycée, je crois, que j'avais jamais lu parce que finalement je voulais lire la vraie œuvre. Donc il y en a un texte abrégé qui fait 343 pages, donc ça résume, enfin c'est vachement abrégé vu que le mien fait 4 fois 400-500 pages. Mais voilà, si vous voulez découvrir l'histoire des Misérables avec Jean Valjean, Fantine, Cosette, Marius, etc., je vous conseille la version abrégée parce que ça évitera, je pense, les longueurs de politique et de religion qui certes sont nécessaires puisque Victor Hugo écrivait sur sa société et ça permet aussi d'en apprendre plus sur le 19e siècle. Mais voilà, et certains moments quand on est déjà fatigué ou qu'on n'a pas beaucoup de temps pour lire et qu'on tombe dans ces passages-là, ça a été un peu compliqué. Mais voilà, comme ma lecture est un peu en dents de scie, quand il reparle des personnages, qu'on est vraiment avec les personnages des Misérables, j'aime beaucoup, je suis à fond dedans, les pages se tournent toutes seules, pardon. Par contre, effectivement, dans les passages très descriptifs de la religion et de la politique, faut s'accrocher parce que même si on apprend des choses, c'est quand même assez lourd et assez dense pour lire. Donc c'est pas un livre qu'on peut lire comme ça d'une traite. Et du coup, je savoure l'écriture de Victor Hugo. Ensuite, autre lecture qui a été très compliquée, il s'agit de La fille dans le brouillard de Donato Carrisi qui a été publié à la base chez Calmanevi puis au livre de poche. Je n'avais pas apprécié le chuchoteur, enfin j'avais trouvé ça bien mais sans plus, enfin j'avais trouvé que c'est une lecture divertissante mais loin de comprendre tous les coups de cœur et tous les coups de poing, enfin toutes les lectures magnifiques que j'ai pu voir, les avis magnifiques plutôt. Et du coup j'ai voulu retenter avec La fille dans le brouillard que j'avais reçu via NetGalley il y a un moment, puisque je crois que ça fait 2 ans qu'il est sorti. Et ici, on se retrouve dans une histoire de disparition où on retrouve l'inspecteur Vogel. Donc, il y a une jeune fille qui disparaît dans les Alpes italiennes et Vogel est très médiatisé. Pour essayer de se débarrasser des médias, il va trouver un coupable et va falsifier des preuves pour accuser le professeur du lycée ou du collège, je sais plus, du collège je crois, où se trouvait la jeune fille et forcément cet homme va tout perdre et il va essayer de préparer sa vengeance contre l'inspecteur Vogel. Donc on va suivre cette enquête.
C'est sous la forme d'un journal de bord puisque chaque chapitre correspond à une date par rapport à l'enlèvement de la jeune fille. Mais j'ai trouvé ce roman très très long, j'ai peu appris, j'ai été négativement surprise par la fin où je me suis dit tout ça pour ça, du coup ça aurait pu faire 100 pages de moins, enfin j'ai pas compris où est-ce que vous voulez en venir Donato Carisi, j'ai toujours pas accroché au style de l'auteur. C'est vraiment un style particulier et je pense qu'en fait en dehors de ces histoires, c'est plus sa plume à laquelle j'accroche pas et auquel j'ai beaucoup de mal. Donc du coup, j'avais deux Donato Carisi en Apple et je les ai enlevés. Il s'agissait du Tribunal des âmes et de L'écorché qui est la suite du Chuchoteur. Et je me suis dit, voilà, j'en ai lu deux dans deux styles différents parce que c'est deux sagas complètement différentes. La fille dans le brouillard est un one-shot alors que le Chuchoteur est une duologie ou... Non, une trilogie, je crois, parce que L'Égaré, le dernier sorti, fait partie de cette trilogie. Donc voilà, je pense que j'ai tenté 2 fois Donato Carisi, ça l'a pas fait pour moi, donc c'est tout pour cet auteur. Mais après, je peux comprendre qu'il a des admirateurs, mais en tout cas, si vous voulez des avis sur les autres livres de Donato Carisi, il faudra aller voir d'autres avis parce que je pense que c'est le dernier avis que vous verrez sur cette chaîne d'un livre de Donato Carisi. Et après ça, il me fallait une lecture où je sois sûre d'adorer, et ce fut le cas. Il s'agit de Deuil de miel de Franck Thillier chez Pocket. C'est le 2e tome sur Franck Charcot. J'essaye de lire là rapidement tous les livres de la saga Charcot & Bell, vous les avez là. Il m'en manquait un que j'ai commandé, que vous verrez dans mon book haul d'avril. Et je pense que je vais m'en faire un ou deux par mois. Donc au mois de mars, j'ai lu Dol de miel. J'ai adoré cette histoire. Une femme est retrouvée morte, agenouillée, nue, entièrement rasée dans une église. Sans blessure apparente, ses organes ont comme implosé. Pour le commissaire Charcot, déjà détruit par sa vie personnelle, cette enquête ne ressemblera à aucune autre, car elle va l'emmener au plus profond de l'âme humaine, celle du tueur et de la sienne. Donc on retrouve Charcot avec la vie torturée qu'il a et son passé. C'est pour ça qu'il est quand même important, je trouve, de les lire dans l'ordre. J'avais lu Train d'enfer pour Ange Rouge il y a maintenant 2 voire 3 ans, quelque chose comme ça, que j'avais beaucoup beaucoup aimé. D'ailleurs, il faut que je me le procure de nouveau parce que je l'avais échangé lors d'un troc et j'aimerais bien avoir toute la collection parce que j'aime beaucoup cet auteur. En plus de son enquête policière qui est très addictive et intéressante, on en apprend énormément. Ici, on en apprend sur tout ce qui est pouvoir des insectes. Et j'ai adoré, en fait, en plus de cette enquête où on était à fond dedans et on voulait savoir qui était le tueur, etc., en apprendre davantage au niveau scientifique. Et Franck Thillier est fort pour ça. Dans Rêver, notamment, il parlait de la narcolepsie et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, on en apprend toujours et c'est ça que j'aime bien. Et il a une plume hyper addictive. Quand vous plongez dedans, vous avez beaucoup de mal à le lâcher et vous le lisez sur très peu de temps. Donc j'ai hâte. Le prochain que je lis, c'est La Chambre des Morts. Donc c'est le premier tome avec Lucienne Bell. Donc je vais enfin découvrir qui est Lucienne Bell et j'ai hâte de vous en reparler prochainement. Ensuite, un roman, enfin c'est pas un roman, c'est plutôt un livre de non-fiction que j'ai beaucoup beaucoup aimé, qui m'a retourné l'estomac. À la fin de l'épilogue, j'avais les larmes aux yeux. Il s'agit de Aurore ou la gueule du loup de Marie Vindy et Aurore Boudet, donc chez French Pulp dans la collection Les Féroces. En fait, c'est Aurore Boudet qui a demandé à Marie Vindy de l'aider à écrire son témoignage. Donc on y suit une préface écrite par Marie Vindy où on suit la rencontre entre ces deux femmes et l'histoire. Et ensuite on va découvrir le journal de bord, enfin l'histoire d'Aurore de sa plume, où elle nous raconte son enfance, son inceste, puisqu'elle a été abusée par son grand-oncle. Donc on va y suivre de son enfance, où elle nous raconte quand, comment, etc. elle a été abusée, au procès de son grand-oncle, puisqu'elle a été jusqu'à porter plainte et se battre jusqu'au final, et jusqu'à même la mort de cette bête ou de cet homme, je sais pas si on peut appeler ça un homme, mais et
c'est bouleversant parce que déjà l'histoire en elle-même est bouleversante, hein. Une petite fille qui se fait abuser par son grand-oncle, forcément, c'est horrible et ça peut que nous émouvoir. Mais en plus de ça, j'ai beaucoup aimé en fait la façon dont c'est raconté et la force d'Aurore, couplée à l'écriture au côté féministe de Marie Vindy. J'aime beaucoup, j'avais découvert Marie Vindy dans un de ses polars publiés chez Sang d'encre, chez Plomb, il me semble. Et du coup, c'est plus, sans mentir, le côté Marie Vindy qui m'avait intriguée. Et puis, quand j'ai lu ce roman, en fait, je me suis dit, bon, Marie Vindy est là, mais 80% de ce livre, ça vient de l'écriture d'Aurore et de son histoire. Et du coup, si vous aimez les témoignages, si vous voulez découvrir le témoignage de cette jeune femme, n'hésitez pas. Après, comme le thème l'indique, c'est quand même assez prenant et assez difficile à lire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup beaucoup aimé et je vous recommande Aurore ou La Gueule du Loup chez French Pulp que j'ai dévoré parce que quand vous êtes plongé dans l'histoire, vous voulez savoir jusque la fin. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'épilogue et je trouve la conclusion idéale, celle que je pense que toute femme aimerait avoir lors d'une chose comme ça. Comme l'indique Marie Vindy, en fait, elle a eu plus ou moins de la chance, je mets bien des guillemets à chance, d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir pu condamner cet homme et de pouvoir aussi rendre justice à d'autres filles, puisque cet homme n'a pas abusé que d'Aurore. Et voilà, j'ai peu de mots, mais en même temps, je pense qu'il y a peu de mots pour décrire l'horreur de cette histoire, à part découvrir ce livre. Donc, à vous de voir si vous avez la force ou pas de lire ce témoignage. Autre roman bouleversant que j'ai lu, inspiré également d'un fait réel, mais ici c'est vraiment un roman. Il s'agit de L'île aux enfants d'Ariane Bois chez Belfond. Ici c'est un roman inspiré d'un fait réel, comme je vous l'ai dit, où Pauline, 6 ans, et sa sœur Clémence, je crois qu'elle a 4 ans, coulent des jours heureux sur l'île de la Réunion. Un matin de 63, elles sont kidnappées au bord de la route et embarquent de force dans un avion pour la métropole, à 9000 km de leurs parents. À Guéret, dans la Creuse, elles sont séparées. En 98, quelques phrases à la radio rouvrent de vieilles blessures. Frappée par le silence dans lequel est murée sa mère, Caroline, jeune journaliste, décide d'enquêter et s'envole pour la Réunion, où elle découvre peu à peu les détails d'un mensonge d'État. À travers l'évocation de l'enlèvement méconnu d'au moins 2000 enfants réunionnais entre 63 et 82, dans le but de repeupler les départements sinistrés de la métropole, Ariane Bois raconte le destin de 2 générations de femmes victimes de l'arbitraire et du secret. L'histoire d'une quête des origines et d'une résilience portée par un souffle romanesque. Donc j'en avais parlé à l'auteur au Salon Livre Paris de cette année parce que je l'attendais, je ne l'avais pas encore reçu, donc je lui ai pris un autre roman. Mais en tout cas on en avait parlé parce que je lui ai expliqué que ce fait divers m'était totalement inconnu et que j'avais hâte de découvrir cette histoire parce que ça me semblait tellement irréel en fait que ça arrive dans notre époque contemporaine, parce que 63 c'est pas si loin que ça, et en découvrant ce roman j'ai été encore plus hallucinée en fait de cette histoire. J'ai adoré, j'ai fini en larmes, je me suis énormément attachée à Pauline, à son histoire, à Caroline aussi, parce que sa fille, je pense que autant dans la première partie on y découvre l'enfance de Pauline et sa vie, et la deuxième partie, en fait, on y trouve Caroline, sa fille, qui découvre la vérité et qui, elle, est un peu comme nous, lectrices, hallucinée par cette histoire et a envie de connaître la vérité. Pourquoi est-ce que vraiment ils ont été enlevés? Est-ce que c'est pas les parents qui les ont abandonnés? Si leur famille existe encore, etc. Et elle va découvrir énormément de choses. Et c'est bouleversant. À la fois c'est triste parce que voilà, on voit ces 2 petites filles
hyper joyeuses, qui sont hyper bien dans sur leur île. Certes, leurs parents sont pas pauvres, mais en tout cas, elles sont heureuses. Et on les voit se faire kidnapper pour arriver en métropole, dans des familles d'accueil ou dans des familles, puisque certaines se font adopter. Et voilà, elles n'ont rien demandé, elles vont vivre une enfance et une adolescence assez compliquées pour certaines. Et du coup, voilà, on essaie de comprendre. Donc on est à la fois triste, on est révolté, on est hyper touché par les retrouvailles de Caroline qui va enquêter, qui va partir en réunion pour découvrir l'histoire de sa mère et de ses ancêtres. Et du coup, voilà, ça a été un roman bouleversant, je relirai. J'ai découvert à travers ce roman l'écriture d'Ariane Bois et je pense, et je suis sûre que ce ne sera pas le dernier. J'ai beaucoup aimé la façon dont elle raconte cette histoire. Et à la fin, on y suit du coup l'évolution au niveau de la loi, ce que les enfants et les familles de ces enfants kidnappés ont pu faire au niveau du gouvernement pour faire reconnaître leur part de responsabilité dans cette histoire, puisque c'est l'État qui est totalement responsable de ce kidnapping. Et voilà, j'ai adoré. Je sais que je le relirai un jour et je vais le faire tourner parce que ça fait quand même quelques semaines, ça doit faire au moins 2-3 semaines que je l'ai lu, 3 semaines même, et j'en suis toujours aussi bouleversée, j'ai déjà envie de le relire. Donc si vous ne connaissez pas, ou même si vous connaissez ce fait divers, n'hésitez pas à aller lire cette histoire parce que je pense que l'histoire de Pauline vous restera longtemps gravée en mémoire et vous passerez un très bon moment en compagnie de ce livre, donc allez-y. Ensuite, j'ai lu un thriller, La vie sans toi, de Xavier Demoulin, publié chez J.C. Lattès. Xavier Demoulin, je le connais puisque je regardais le 1945 quand il le présentait il y a peut-être une dizaine d'années. Et j'aimais bien en fait sa façon de parler, de raconter, son charisme, etc. Et j'avais très hâte de découvrir sa plume quand j'ai su qu'il écrivait. Je l'avais croisé au Salon Livre Paris il y a quelques années et depuis cette idée m'était restée en tête. Et là, Ned Gallet proposait de lire son dernier roman, donc La vie sans toi, qui est un thriller psychologique. Et j'avais très hâte de découvrir, donc je l'ai pris. Et ici, on va retrouver Paul et Eva qui sont un couple marié depuis plusieurs années. Ils ont 2 petites filles et il y a 8 ans, un drame a bouleversé leur vie et depuis, ils ne sont plus pareils. Surtout Eva qui passe sa vie en fait entre Londres et Paris puisqu'elle travaille, je sais plus ce qu'elle fait, mais elle a un gros travail juridique, je crois, ou un truc comme ça. Un poste assez important et où elle est amenée à voyager régulièrement, voire des fois faire l'aller-retour en une journée. Et on voit que cette femme a été traumatisée par cet événement dont on ne sait quasiment rien, qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et va apparaître un personnage, un homme qui va essayer de bouleverser tout ça et qui va encore plus compliquer les choses entre Paul et Eva et entre Eva tout seul dans sa tête, où ça va compliquer les choses, où elle va se sentir encore plus mal, perdue, etc. Et on va alterner les points de vue entre cette femme, cet homme, Paul, etc. Jusqu'au dénouement. Et il y a certains moments où j'ai trouvé ça un petit peu flou. Je voyais les avis qui disaient un peu pareil, donc je me laissais porter en disant il y a forcément une raison. Il est quand même addictif, on a envie de savoir, surtout qu'on change de point de vue, donc du coup pour retrouver le point de vue, il faut avancer. Mais il y avait toujours ces petits trucs où je me disais mais là je comprends pas trop le rapport, pourquoi il fait ça, pourquoi il dit ça, pourquoi il y a ça. Et puis tout va s'emballer d'un coup, il va y avoir un twist et ça va avancer jusqu'à la fin où j'ai été sur les fesses, où effectivement on comprend toutes ces périodes de doute, ces périodes de flou qui étaient vraiment volontaires pour que ce soit un peu flou dans notre esprit. Et je pense que c'était une manipulation de l'auteur au niveau de son style d'écriture qui a été du coup où j'ai trouvé ça ingénieux et j'ai adoré ce roman. Même sur la fin, j'ai vu qu'il y avait des avis très différents parce que vous avez
la résolution du coup de ce thriller, et après vous avez un autre bouleversement où vous vous dites non mais en fait c'était pas fini, il y a encore un autre truc. Et vraiment la toute fin pour moi correspond à l'ensemble du roman. Alors je sais qu'elle n'a pas été appréciée par certains lecteurs, mais moi j'ai trouvé qu'elle correspondait et que du coup ça rajoutait encore plus de l'effet à ce roman. Et du coup je suis sortie de là sans forcément de questions, parce que toutes ces périodes de flou ont été expliquées par l'épilogue, et du coup c'est ce qu'on attend d'un roman. Je pense que même si on est manipulé tout au long, ben on a envie de savoir la fin, de dire ok, je me suis fait berner, etc. Mais je comprends. Et ici, j'ai beaucoup aimé, ça m'a conforté dans mon choix de vouloir découvrir les livres de Xavier Demoulin. Je crois qu'il écrit dans différents styles, parce que il me semble, à moins que je me trompe, qu'au début c'était plus du contemporain. Mais ici, je ne sais pas si c'est son premier thriller psychologique ou pas, parce que je me suis pas vraiment penchée sur ses romans. Mais en tout cas, c'est réussi. Donc si vous aimez les thrillers psychologiques, n'hésitez pas. On se retrouve pas mal de temps dans la tête de cette femme. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Euh, voilà, ça a été une très bonne lecture. Je l'ai lu sur la semaine. Donc tous les soirs, en fait, je lis sur ma liseuse. Et du coup, je crois que je l'ai fait sur une semaine. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc je vous recommande La vie sans toi de Xavier Demoulin. Ensuite, j'ai lu Demain il sera trop tard de Jean-Christophe Tixier chez Rajo. En fait, ce roman, je l'ai lu sur plusieurs semaines, parce que je l'avais commencé avant de rencontrer l'auteur à Salon Polar Lens. Et j'avais hyper bien avancé, j'étais un bon tiers. Et puis je l'ai laissé de côté parce que je voulais découvrir les 2 services presse que j'avais reçus, donc Aurore ou La Gueule du Loup et L'île aux enfants. Et du coup, j'avais laissé de côté et je l'ai repris. Contrairement à ce que je pensais, on n'est pas dans un thriller young adult, on est dans un roman fantastique ou apocalyptique, post-apocalyptique, puisque ici en fait on est dans un monde qui est le nôtre, mais qui a évolué, parce que maintenant avec les évolutions technologiques, à la naissance, on peut vous dire à quel âge vous allez mourir. Donc en naissant, on connaît notre date de mort, et ceux qui ont un court terme restent entre eux, et ceux qui ont un long terme restent entre eux également, parce qu'on ne va pas faire étudier, dépenser de l'argent pour les études à des courts termes, puisqu'ils vont mourir, ça ne sert à rien qu'ils étudient et qu'ils deviennent quelqu'un. Et les longs termes, eux, vont pouvoir étudier longuement, avoir une belle vie. Et si ils ont la chance d'avoir aussi des parents long terme, ils vont pouvoir vivre avec leurs parents et leur famille, alors que les courts termes sont retirés à leur famille rapidement. On va y suivre un jeune homme, Virgile, qui lui, en fait, il va se passer quelque chose en fait par rapport à son terme, et il va essayer de tout faire pour arrêter cette société. Et il va se retrouver dans une société un peu... il va trouver un groupe dissident qui lui essaye justement de contrer ce gouvernement et toute cette histoire de court terme, de long terme, etc. On se retrouve ici du coup dans une histoire de révolte, de monde apocalyptique, où on essaye de contrer le gouvernement qui manipule tout le monde. Donc voilà, j'ai bien aimé, ça m'a... C'est pas des romans que je lis souvent, je ne pense pas... si j'avais su que c'était plus un roman post-apocalyptique que... Enfin, c'est pas post-apocalyptique parce que c'est pas la fin du monde, c'est une évolution du monde, ou plus science-fiction du coup. Je suis nulle là-dedans. Mais vous voyez un peu le genre, quoi. C'est notre monde sans être vraiment notre monde. Booktubeuse en carton. Et je pense pas que j'aurais été là-dedans. Là, j'avais eu, je crois à l'époque, c'était l'avis de Stéphanie Piketty, qui avait adoré ce roman, qu'il avait dévoré, etc. Et il me semble que qu'elle en avait parlé comme un thriller. Et derrière, c'est écrit Jean-Christophe Tixier signe un thriller fort et engagé qu'on ne peut lâcher. Donc pour moi, c'était un thriller et j'allais passer un moment rapide, etc. J'avais déjà lu Jean-Christophe Tixier dans La Traversée et dans son contemporain Quand vient la vague, qui avait co-signé avec Manon Fargeton.
Et du coup, voilà, je me suis dit ce sera un petit thriller à lire avant d'aller au Polar Lance, pourquoi pas. Et quand j'ai commencé, dès les premières pages, j'ai compris où on allait et j'ai été un peu surprise. Je ne savais pas si j'allais continuer ou pas. Et en fait, c'est un roman qui se lit très vite. Il y a beaucoup d'action. Jean-Christophe Tixier a une plume très addictive et du coup, on est à fond dedans. Et comme dans Quand vient la vague, même si c'est adressé aux young adultes, vous avez un côté adulte, le côté de l'auteur en fait qui dénonce. Et du coup, j'ai bien aimé parce que il dénonce pas mal de choses sur les nouvelles technologies, sur la manipulation de l'État, etc. Et je me suis dit qu'en fait, en dehors de l'histoire plus ou moins classique de romans d'action, d'aventure, etc., il voulait faire passer un message et j'ai bien aimé ce côté-là. Donc voilà. Je ne l'ai pas fait dédicacer parce que Boulette, comme je suis, je l'avais oublié chez mes parents. Mais je me suis pris son thriller adulte où là j'ai très très hâte et je pense que par contre vous l'aurez en avril ou en mai parce que j'ai très hâte de découvrir Jean-Christophe Tixier dans un roman adulte puisque pour le moment je n'ai lu que des romans jeunesse mais en tout cas si vous aimez bien les romans jeunesse et ce genre de romans à la Hunger Games, à la Divergente, etc. Vous pouvez lire parce que j'ai bien aimé et je pense que du coup si c'est votre style vous accrocherez encore plus. Donc voilà pour ce point lecture de mes dernières lectures du mois de mars. N'hésitez pas à me dire si vous avez une lecture qui vous a plu, si vous avez un avis différent ou similaire au mien, qu'on puisse en discuter, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, si j'ai des romans qui ressortent, c'est L'île aux enfants d'Ariane Bock que j'ai adoré. Au niveau contemporain, au niveau des témoignages, vous avez Aurore ou La gueule du loup. Et au niveau des thrillers, je vous conseille La vie sans toi de Xavier Demoulin que j'ai adoré. Donc voilà, vous avez tous les styles comme d'habitude, ce qui reflète un peu mes styles de lecture parce que je lis vraiment de tout. En fait, après chaque lecture, j'essaie d'alterner de genre pour pas me lasser et puis ça me permet aussi de lire plus. Donc voilà, j'espère que dans tous ces livres, vous aurez au moins un livre qui vous plaît, que vous aurez envie de lire. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Et normalement, je vous retrouve la semaine prochaine pour le point lecture de mes premières lectures d'avril. Sinon, ce sera à la fin du mois. On verra, je me prends plus la tête pour ça. Je vous laisse et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!